Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire le point sur la course au trophée de fin de saison. Et c'est Charles que j'accueille sans tarder pour parler de tout ça. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on est encore dans le sillage de ce All-Star Game. J'ai décidé qu'on allait parler aujourd'hui de tous ces trophées individuels. On va pas faire forcément les NBA Team. C'est un exercice qu'on a rarement fait d'ailleurs dans le podcast. On pourra le faire éventuellement à un autre moment. Mais là, c'est vraiment le moment de parler des trophées individuels. Je tiens à souligner par ailleurs que ce podcast, donc, qui va sortir vendredi matin, vous nous retrouverez pour le prochain numéro. Vendredi prochain, il n'y aura pas de podcast mardi parce que c'est les vacances, qu'il y a la famille, il y a des voyages, il y a des choses qui se préparent chacun de notre côté. Donc, on ne pourra pas être présent mardi pour faire... Enfin, lundi soir, c'est le lundi soir qu'on enregistre habituellement. Désormais, donc on ne sera pas disponible, donc voilà. Donc ça sera le prochain numéro dans une semaine très précisément. Je tenais à le souligner. Charlie, il y a 2 points d'actualité dont je voulais parler avec toi, notamment James Harden qui s'est fracturé le pouce droit lors du match face aux Knicks en début de semaine. Il ne devrait pas manquer beaucoup de temps, mais va se retrouver à porter une protection autour du pouce afin de protéger la blessure. C'est vraiment pas de bol pour Cleveland. Ils sont sur une série de 6 victoires pour une seule défaite depuis l'arrivée du barbu. Cleveland, je pense, Charlie, a une chance, a une vraie probabilité de choper la seconde place à l'Est. En tout cas, j'ai l'impression que ça doit être leur objectif à partir d'aujourd'hui, étant donné la forme qu'ils affichent depuis quelques temps. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'est quand même la guigne absolue, cette équipe qui ne cesse d'avoir des blessures au pire moment. T'as l'impression qu'ils s'en sortent jamais, en fait. Ouais, ça tombe vraiment mal, effectivement. Là, ils étaient vraiment bien revenus dans la course à la 3e, voire à la 2e place, comme tu le dis. C'est clair que c'est un coup d'arrêt, d'autant plus qu'on sait bien que la présence d'Harden, elle est importante, parce que son arrivée, elle demande des adaptations dans le jeu, et pour s'adapter, il faut jouer, ça paraît assez évident. Bon, écoute, on va voir comment ils arrivent à limiter la casse, on va voir combien de temps il va être absent et à quel point. Là, déjà, ils avaient annoncé dans un premier temps qu'il pourrait être présent cette nuit face à Milwaukee. Finalement, ça n'a pas été le cas. On va voir dans quel état est-ce qu'il sera quand il reviendra aussi, parce que s'il joue avec une protection, ça va forcément avoir un impact sur son shoot, sur sa capacité à distribuer, etc. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, c'est pas de peau. La baston à l'Est entre, on va dire, la 2e et jusqu'où on peut descendre, jusqu'à la 5e place à peu près, 5e, même 6e. Enfin, ça me paraît moins probable pour la 6e place. Ouais, je trouve Et, que même déjà Toronto 5e, ouais, déjà il faut être optimiste pour eux pour les imaginer se mêler au top 4, quoi. ouais, tout à fait. Mais cette baston entre Boston, les Knicks et les Cavaliers à l'Est, ça va vraiment être du pain béni pour nous en tant que fans jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ah bah Je c'est pense que clair. ça va être passionnant à suivre. Ah, c'est une forme de garantie du fait que les mecs vont pas mettre leurs joueurs au repos, c'est une garantie du fait que les matchs vont être super accrochés, en plus il reste quelques confrontations directes et tout, non ça va être super, c'est clair. Ouais, et toujours l'ombre de Jason Tatum qui plane au-dessus Ouais. des Celtics. Là, on a su qu'il participait activement désormais aux entraînements. Plus que jamais, les 5 contre 5. Enfin, là, il est en train de passer des paliers que je crois que c'était même, c'est même ils ont même été jusqu'à dire que grosso modo, c'était un peu son choix à partir d'aujourd'hui, quoi. C'est Oui, c'est lui qui ça. va décider si oui ou non il revient et quand il revient, quoi. Ce qui est extrêmement positif, parce que ça veut dire que le secteur médical ne voit pas de problème à son retour, enfin c'est fou, hein, la vitesse à laquelle il sera revenu, s'il revient effectivement dans les semaines qui viennent, là, c'est vraiment le truc qui peut bouleverser la fin de saison, notamment à l'Est. J'ai vraiment, vraiment très hâte de voir comment ça va se Ouais, passer. c'est ça. Autre news, Lon Rosen, le nouveau président des opérations commerciales chez les Lakers, c'est le premier employé, et c'est ça que je retiens aussi de Mark Walters, le nouveau propriétaire. Il vient de faire sa première sortie dans la presse pour assurer que Rob Pelinka restera à la tête des opérations basket. Je voulais avoir ton opinion là-dessus.
concernant les Lakers. Est-ce qu'il y a une signification particulière chez vous, les fans, par rapport à cette garantie de dire bah, Rob Pelinka, c'est notre homme pour le moment et ça le restera pour les mois à venir, en tout cas, pour l'instant? Bah, en fait, pour moi, ça a toujours été évident que Pelinka était celui qui allait gérer cet été, en tout cas. Tu vois, les opérations qui vont être faites cet été. Pour moi, c'est clair que malgré la communication qui a été faite là, c'est sa dernière chance à Pelinka, dans le sens où s'il n'arrive pas à monter une équipe convaincante autour de Luka Doncic, je pense que dans le courant de la saison prochaine, il sautera. On sait bien que les nouveaux propriétaires ne l'ont pas choisi. On sait aussi que ils sont assez proches d'un mec comme Magic. Magic, il s'entend pas bien du tout avec Rob Pelinka. Hein. Quand il a quitté la franchise, c'était notamment à cause de tensions qu'il y avait eu avec Pelinka. Donc, on va voir comment ça se passe. Moi, je suis pas, je prends pas ce qui a été dit là comme la vérité absolue, et je pense que tout va beaucoup, beaucoup dépendre de cet été. Maintenant, effectivement, c'est très bien, si tu veux, c'est très bien de dire au front office et à Rob Pelinka, t'as pas à te soucier pour ton poste, fais ton boulot tranquillement, mais par contre fais-le bien, parce que si tu le fais pas bien, tu vas sauter, et ça me semble pas illogique non plus. Ouais, complètement. Et franchement, cette franchise des Lakers, je, je reste extrêmement concentré sur ce qui se passe les concernant parce que quand tu vois là, les Dodgers, donc, dont Mark Walters est également propriétaire, ils viennent de remporter deux titres consécutifs. Alors, c'est pas du tout le même fonctionnement que la NBA, hein, notamment en termes de salary cap et tout, ça n'existe pas dans le baseball quasiment. Il me semble, alors qu'en NBA, tu es obligé de respecter à minima certaines contraintes salariales. Donc, c'est pas du tout la même façon d'opérer. Effectivement, Rob Pelinka, j'ai j'ai hâte de voir à quel point sa place va être garantie à mesure que les mois vont passer. L'intersaison cet été sera déterminante. Comment il va gérer le cas LeBron James va être déterminant aussi. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et la manière dont il va reconstruire autour de Luka Doncic. Je voulais également te parler d'un autre truc, Charlie. Je ne sais pas si ça t'a percuté dans ta timeline ces derniers temps, mais il y a Zach Lowe qui a été très critique vis-à-vis de Luka Doncic, le fait qu'il se plaint en permanence envers les arbitres. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Beaucoup de commentateurs NBA, beaucoup d'insiders NBA expliquent qu'il y a un ras-le-bol général de plein de monde autour des Lakers qui disent que les matchs deviennent difficilement regardables parce qu'ils n'arrêtent jamais, jamais, jamais de geindre pour réclamer des fautes. Et pareil, je voulais un peu avoir ton sentiment là-dedans. On avait déjà entendu ça le concernant à Dallas. Oui, c'est pas D'ailleurs, ça nouveau. avait été un des arguments, un des nombreux arguments pour ceux qui essayaient de justifier les décisions de Nico Harrison à l'époque. Euh, et je voulais avoir un petit peu ton sentiment là-dessus. Sur quelle position tu es le concernant et cette attitude qu'il a envers les arbitres? Bon, ça m'emmerde. Enfin, tu vois, je vais pas lui chercher d'excuses. Hein. C'est un sujet de longue date concernant Luka Doncic. On en a déjà fréquemment parlé quand il était à Dallas. Et d'ailleurs, euh, c'est pas un hasard si l'année où Dallas fait sa meilleure campagne de playoff, c'est aussi l'année où il est un peu le moins là-dedans, où il est le plus concentré sur le parquet à mes yeux. Je pense effectivement que pour Doncic, ce serait bien d'arrêter avec ce comportement-là, parce qu'il s'éparpille, il y perd de l'énergie, il y perd de l'influx nerveux, et c'est dommage. Maintenant, est-ce que je crois au fait que son comportement puisse changer? Franchement, non. Franchement, non. À moins qu'il y ait des sanctions beaucoup plus dures de la part des arbitres. Tu vois que les arbitres commencent à lui mettre des techniques de manière plus régulière. Là, peut-être que ça pourrait avoir un impact. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, c'est un fonctionnement qui est trop ancré en lui, malheureusement. Ouais, ça serait dommage que ça devienne la norme le concernant. Je ne sais pas si c'est une question de frustration par Mais rapport au fait c'est déjà la norme. ouais, ouais. Je trouve ça dommage. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, ça, si tu veux, ça a toujours été un élément. Enfin, ça a toujours fait partie de lui, malheureusement. Hein. Hmm. C'est un truc tu vois, qu'on découvre pas aujourd'hui. Donc, je comprends que Zach Lowe, enfin, tu vois, quand il dit c'est de pire en pire en vieillissant et tout, ça, j'en suis pas convaincu. Moi, j'ai un peu l'impression que ça a toujours été le cas. Alors, peut-être que Zach Lowe regarde plus les Lakers qu'il ne regardait les Mavs, ça, je sais pas. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est pas nouveau.
c'est pénible, effectivement, c'est vraiment le côté qui est un peu insupportable chez Luka Doncic, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est un joueur qui rentrera jamais complètement dans le cœur des fans NBA en règle générale. Je parle pas juste des fans de son équipe, tu vois, je parle des fans NBA en règle générale. J'ai un peu Oui, je l'impression vois, que ouais. ce mec-là est pas un désamour, tu vois, mais je pense qu'il atteindra jamais la cote de popularité que un joueur de son talent aurait pu obtenir. Ouais, ou qu'un joueur comme Victor Wembanyama est en train Ouais, voilà, typiquement. d'avoir aujourd'hui de façon tout à fait naturelle et quasi organique, tu vois. Enfin, aujourd'hui, clairement, Victor Wembanyama est en train de devenir le visage de cette ligue, même si ça déplaît fortement à certains le fait qu'il ne soit pas américain, qu'il soit français, enfin qu'il soit français, ça soit un joueur international. Ça, tu vois bien que les Américains cherchent absolument à trouver un joueur de leur nation pour représenter la nouvelle génération. Voilà, ils en ont deux qui sont quand même pas mal hein, sur la dernière classe de draft. Tu parles de qui? D'Anthony Edwards? Non, sur la dernière classe de draft. Ah oui, d'accord, dont on va parler. Ouais, tout à fait, c'est pour ça, je ne Carrément. donne pas de nom. On va parler donc des trophées NBA, c'est donc le gros sujet de ce numéro du podcast. Cette saison marque probablement, je pense, la fin de la limite des 65 matchs pour être éligible aux récompenses de fin de saison en NBA. La raison est simple, la quasi-totalité des meilleurs joueurs actuels ont été freinés par des blessures et un nombre significatif d'entre eux sont susceptibles d'être inéligibles pour les trophées et les All-NBA Teams, ce qui menace la crédibilité même des récompenses, sans parler des ramifications sur les contrats et la santé à long terme des joueurs qui, on peut imaginer, au lieu de prendre le temps de guérir d'une blessure convenablement, certains pourraient être tentés de revenir plus tôt ou de rester sur le terrain pour rester éligibles justement à ces tentatives. Il me semble que Tyrese Haliburton, il y a une saison ou deux, enfin il y a 2 saisons je crois, avait fait ça. Il était blessé à la jambe et il jouait une vingtaine de minutes par match pendant je sais pas combien de temps pour pouvoir maintenir cette éligibilité parce qu'il était en contracture, il allait renégocier son contrat. Enfin voilà, ce genre de truc complètement stupide qui peut mettre la santé des joueurs en péril. Euh, le problème que la NBA croyait régler avec cette limite des 65 matchs, le load management, est en train d'en créer plein d'autres finalement, potentiellement bien pires pour les joueurs et, euh, et la ligue elle-même. Imaginez un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander qui revient trop tôt et qui finit par manquer les playoffs parce que il voulait atteindre la barre des 65 matchs en saison régulière et qui va se blesser par exemple mi-mars face aux Kings. Hop, le mec se fait une blessure qu'il aurait pu éviter si ça avait été s'il n'y avait pas eu cette pression des 65 matchs. Ça paraît de l'hypothèse totale, mais enfin être hypothétique ce que je raconte. Mais je pense que si on garde cette règle-là, c'est potentiellement ce qui pourrait arriver à un moment ou à un autre, quoi. Ce serait Euh, incroyablement con de sa part, quand même. oui, non, mais Mais oui, oui, non, mais c'est tout à fait c'est possible, un hein. cas de figure qui est Ouais, pas bien sûr. totalement hors de l'imagination, Oui, quoi. oui, surtout pour des joueurs, effectivement, qui doivent, comme tu l'as dit, qui doivent négocier leur contrat, qui sont encore... Parce que SGA, bon, il a déjà été MVP, il a déjà été champion, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un ordre de priorité, mais pour un joueur qui est dans un stade de sa carrière où il n'a pas encore eu accès à tout ça, effectivement, c'est des questions qui pourraient se poser. Complètement. Et après, pour la discussion des palmarès et tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on va se retrouver dans 5 ans et on va se dire, ah tiens, Shai Gilgeous-Alexander, il a un MVP, Jokic, il en a 3 ou 4 enfin, Ah, non, mais oui, et, ça et fausse les quelque débats. voilà, et quelque part, ils auraient pu en avoir plus, sauf ils n'avaient pas franchi cette barre des 65 matchs. C'est complètement stupide, très sincèrement. Shai Gilgeous-Alexander sera inéligible dans 8 matchs. Jokic ne peut en manquer qu'un seul. Victor Wembanyama sera disqualifié dans 4 matchs. Et lui, c'est typiquement, par exemple, le genre de joueur qui ne devrait pas être forcé pour atteindre cette barre des 65 matchs. Je suis désolé. Pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure, le fait que ce soit un joueur hyper bankable pour le NBA, tête de gondole auprès du jeune public et ainsi de suite. Le fait que son physique fait que tu dois probablement gérer euh,
ses blessures différemment. Enfin bref, Anthony Edwards a déjà manqué 10 matchs, il me semble. Luka Doncic, 12 matchs. Kawhi Leonard, 13 matchs. Devin Booker, qui est absent tout encore. Lui, le compte continue. Il a 14 matchs, il me semble. Steph Curry est déjà inéligible. Giannis Antetokounmpo aussi. Comme l'a rappelé Marc Deno, Shai Gilgeous-Alexander, il rate pas les matchs volontairement. Il préférait être sur le terrain qu'en tenue de ville. Donc, il n'y a pas de load management dans son cas, et c'est le cas pour plein d'autres joueurs. La NBA, c'est encore une fois créé un problème tout seul, et je pense qu'il est temps de le régler. Et je voulais juste commencer en introduction avec ça, parce que cette discussion des trophées individuels, pour moi, est le meilleur moment pour adresser cette problématique des 65 matchs. Bah ouais, je suis bien d'accord, hein. C'est clair que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, et effectivement, ce serait bien que ça soit un sujet que la ligue puisse trancher dès cette saison, parce que bon, ça sert à rien en fait de faire durer le suspense. Tu l'as dit, cette année, elle prouve à quel point cette limite est problématique. Là, il y a quand même un monde, si tu veux, où on se retrouve avec une course au MVP sans Jokic et sans Shai Gilgeous-Alexander, alors que, sauf quelques polémistes américains qui n'existent que pour faire du buzz, clairement les deux favoris au trophée. Donc c'est problématique, ouais. Ouais, complètement. C'est assez amusant quand j'ai vu ça. Enfin, quand tu lis tous les articles sur cette limite des 65 matchs, sur la pertinence de l'enlever à terme, enfin dès l'intersaison là, je me dis que la NBA parfois, d'Adam Silver notamment, enfin surtout, qui est assez proactif, on va dire. On peut pas lui reprocher d'essayer de réagir rapidement à des problèmes qui sont identifiés. Dans ce truc des 65 matchs, je trouve que, comme je l'ai dit, c'est essayer de régler un problème sans réfléchir à la masse d'autres problèmes que tu es en train de créer. Quand tu vois leur truc du tanking, là, j'ai vraiment hâte de voir sur quoi ils vont s'arrêter comme choix, parce que c'est exactement pour moi la même chose. Alors que le problème aujourd'hui, c'est pas le tanking. J'ai pas l'impression que ça soit un problème absolument vital, si ce n'est pour les paris sportifs qui nous cassent les bonbons et qui, lui, pour le coup, est un danger de mort pour la NBA. Mais moi, je vais te dire, moi, le load management, je le vois même pas comme un problème, hein. Enfin, franchement, je suis désolé, sauf dans un cas de figure très particulier qui est une équipe qui tank et donc qui fout ses meilleurs joueurs au frigo. Mais dans ce cas-là, ces mecs-là, ils sont de toute façon pas concernés par les récompenses individuelles, tu vois. C'est pas un joueur d'une équipe qui tank est très rarement dans les récompenses individuelles. Donc Et ils honnêtement, ont prévu des règles pour ça. Ils ont prévu des règles où il fallait démontrer qu'un joueur était effectivement pas en état de jouer. voilà. Donc Donc en fait, pour tu moi, cette peux, histoire de créer ça. Donc pour moi, le load management, je suis désolé, ça n'était pas un problème. Enfin, en tout cas, de mon point de vue de spectateur et de fan NBA, je trouve pas que le load management chez les stars, chez les mecs qui sont en capacité de viser des All-NBA Team ou des trophées individuels, était un problème qui méritait une règle aussi impactante sur ce qui se passe aujourd'hui. Et toi et moi, on sait très bien qu'aujourd'hui, une des solutions les plus pertinentes, intelligentes, ce serait de baisser le nombre de matchs. Ce serait cette décision-là qu'il faudrait prendre Ouais, pour, ça n'arrivera pas. Donc, mais oui, c'est clair, hein. pour assurer que les joueurs aient le temps de récupérer, que les temps de récupération soient optimisés, pour éviter les blessures, pour améliorer la qualité de jeu, le niveau de jeu sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est clair que c'est hors de question que ça se passe comme ça. Pourquoi? Par pur souci de d'argent, de profit. Mais là, les décisions actuellement concernant là, c'est cette limite des 65 matchs ou le tanking, là, que je te dis que je redoute énormément ce qui va se passer. J'ai l'impression que la NBA aborde les problèmes parfois totalement de travers, quoi. Et que ça ne résout rien, finalement. Oui, ça, je suis d'accord. Après, je pense aussi que c'est aussi une différence de priorité. Tu vois, en fait, on voit ça avec nos yeux de fans, et je pense que pour Adam Silver et les propriétaires, la propriété, elle est très différente. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est la préservation du jeu C'est ça, ouais. et des joueurs. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est avant tout la préservation des profits. C'est ça.
qui n'ont jamais été aussi élevés, avec une valorisation des franchises qui n'a jamais été aussi élevée. Eh oui, mais tu sais comment ça marche, hein. Plus il y en a des profits, et plus il faut les préserver, quoi. Oui, 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 non seulement ça, et puis la croissance constante, quoi, Ouais, c'est ça. C'est ça. jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc on va commencer par les trophées, on va commencer directement par le MVP. Aujourd'hui, le leader de la plupart des tableaux MVP, alors peut-être que je raconte n'importe quoi, tu vas me dire, mais c'est Chegidius Alexander, c'est, comment il s'appelle, Tim Bontemp d'ESPN, qui a sorti récemment son dernier sondage. Donc, son sondage, il est fait auprès des journalistes, il me semble, enfin Ouais. des votants. Et Chegidius Alexander arrive en tête des votes. Il a 78 votes à la première place sur 100, ce qui est énorme. Nikola Jokic est deuxième, Kate Cunningham est troisième, Victor Wembanyama quatrième et Luka Doncic cinquième. Euh, je ne sais pas s'il est utile que je dise, moi, quel est le joueur MVP pour moi de la saison. Enfin, je pense que tous les auditeurs le savent. Je vais citer Nikola Jokic parce que ce qu'il est encore en train de réaliser cette saison d'un point de vue individuel est absolument, c'est outrageusement du jamais vu. Il va être potentiellement leader au rebond, leader en passe décisive, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire. On sait tous à quel point sa présence sur le terrain est impactante côté Nuggets. Euh, les Nuggets qui vivent une saison assez étrange parce qu'il y a eu énormément de blessures. Euh, Défensivement, tout le monde dit ah mais ils sont mauvais. Jokic n'est pas très bon effectivement en défense du cercle. Mais quand Jokic a son équipe autour de lui, le Denver atteint un niveau offensif historique. Euh, et je crois pas qu'il y a une seule équipe qui sont pas capables de battre quand ils sont plus ou moins en pleine possession de leurs moyens. Voilà, moi c'est clairement lui, enfin, qui devrait être le MVP cette saison. L'an dernier déjà, mais à la limite je pouvais comprendre vu la saison du Thunder et de Chegidius Alexander qui avait pas mal de blessures, notamment Chet Holmgren qui avait manqué énormément de temps la saison passée. Euh, voilà, je veux dire, le top 2 pour moi est clair, en tout cas dans cette course au MVP. Et quand j'entends des gens débattre sur la place de Jalen Brown, est-ce que Jalen Brown mérite plus que Nikola Jokic d'être MVP? Débat auquel on a eu droit sur ESPN il y a moins de 24 heures parce que Denver rencontrait Boston. Bon, ça m'épuise. Et ce débat du MVP aux États-Unis m'énerve absolument. Ça me fait sortir de mes gonds. Je, je sais très bien que c'est beaucoup pour créer la polémique, créer de l'engagement, faire exprès pour titiller un petit peu les fans et ainsi de suite. Mais il y a un moment, tu peux pas dire n'importe quoi, quoi. Donc, euh, donc voilà. Écoute, oui, le premier sujet évidemment c'est Jokic, hein. Le problème c'est que Jokic, on sait bien qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas éligible pour le trophée, mais sans ça, pour moi c'est clair que ce serait également lui mon choix. Alors je sais qu'il est derrière chez Gilgeous Alexander aux yeux de beaucoup, notamment parmi les médias américains, mais franchement il fait une saison qui est... En fait c'est devenu banal, mais il fait C'est une devenu saison... banal, Mais effectivement. ouais, mais c'est tellement monstrueux, quelle efficacité, c'est le meilleur PER de la ligue, c'est le meilleur rebondeur, le meilleur passeur, une nouvelle saison en triple-double avec 29 points par match, il tourne à 42% à 3 points, et le pire c'est que tout ça se fait dans une saison, tu l'as dit, un peu bizarre, avec des blessures, une équipe qui peine parfois à trouver son rythme, et d'ailleurs lui-même n'a pas toujours été irréprochable dans l'attitude, hein, on l'a un peu évoqué la semaine dernière, Tout à fait. mais même comme ça, pour moi, c'est effectivement lui le MVP. Bon voilà, une fois qu'on a dit tout ça, et en partant du principe qu'il va pas être éligible a priori aux récompenses individuelles, il y a le cas chez Gilgeous Alexander, qui, mine de rien, lui aussi, est pas du tout hors d'atteinte. Il a raté 11 matchs déjà depuis le début de la saison. Il est supposé être réévalué là à la fin de cette semaine, donc on saura très rapidement si sa candidature est solide ou si lui aussi va commencer à vraiment se rapprocher de la limite. S'il revient, c'est clairement lui qui l'aura. Lui aussi, il fait une saison de fou. Il est pas loin des 32 points de moyenne par match. Il est à plus de 6 passes, 4 rebonds, une excellente adresse globale, 40% à 3 points. Il se bat en défense pour rien gâcher. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est le favori numéro 1 de la plupart des médias et des bookmakers. Et quand on quand on prend en compte la situation du Jokic qui est très très proche de la limite, ça me semble plutôt normal.
Voilà, je pense que sauf problème de blessure, enfin sauf si son absence se prolonge, Shai Gilgeous-Alexander fera le doublé MVP. Bon, ça me semble assez logique. Moi, il y a quand même un cas que je voudrais évoquer, même si lui aussi il est très proche de la limite. C'est Victor Wembanyama, parce que franchement, Wembanyama, son dossier, s'il n'y avait pas ce problème de blessure, serait également solide, hein. Si on veut parler Ah d'efficacité, mais c'est complètement. un délire ce que fait Victor Wembanyama, parce que tous les mecs qu'on a cités là, dans la course au MVP, donc les Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown, Cade Cunningham, tous ces mecs-là, Doncic et tout, mais tous ces mecs-là, ils jouent 33, 34, 35 minutes par match. Wembanyama, il joue 29 minutes de moyenne par match, et malgré ça, le mec, c'est 24 points, 11 rebonds, quasiment 3 comptes de moyenne, une présence sur le parquet qui pousse tous les adversaires à s'adapter, il focalise l'attention de tout le monde, il est incroyable en défense, enfin, c'est... Le mec, il joue sa 3e année NBA, hein, et encore, 2e année et demie, vu ce qui s'est passé la saison dernière, c'est hallucinant. Et franchement, j'espère que l'année prochaine, on aura une saison complète de Wemby, sans blessure, sans restriction de minutes. J'ai juste envie de voir une saison complète de Wembanyama avec 33 minutes de moyenne. Je pense que ça peut être complètement fou. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, effectivement. Mon top 3, c'est Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama. Et juste derrière, et pareil, on en a parlé récemment, Cade Cunningham, qui doit être absolument pour moi intégré dans cette conversation, étant donné que les Pistons sont leaders de la conférence Est, et c'est quand même une sacrée réussite. Jalen Brown, pourquoi pas aussi. Je sais pas, je vous laisse classer Luka Doncic et Jalen Brown. Luka Doncic est très haut placé, par exemple, sur le MVP ladder du site NBA.com. Il est troisième, il est devant Kate Cunningham et Victor Wembanyama, ce qui pour moi est totalement lunaire. Je ne comprends même pas comment on en arrive à cette conclusion-là, étant donné la saison des Spurs et des Pistons. Alors, Luka Doncic fait une saison extraordinaire, hein. Y a pas de souci. Statistiquement, je vois bien ce qu'il en est. Le fait que les Lakers sont restés longtemps accrochés dans cette troisième, quatrième place à l'Ouest. Là, ils sont sixième aujourd'hui, là, au moment où on enregistre cet épisode. Donc ça se justifie moins. Donc il y a un moment où on peut pas dire les résultats de l'équipe comptent aussi et faire une exception absolue pour lui. Je comprends pas, je comprendrais pas pourquoi. Jokic, pour le coup, ce serait une des raisons pour lesquelles euh, Alexander, je pourrais le mettre éventuellement devant lui, parce que le Thunder est leader de la conférence Ouest et que les Nuggets ont été tellement blessés, lui-même a été blessé, comme tu l'as dit, il est à un match d'être disqualifié, un match raté d'être disqualifié, donc ça se trouve, il ne sera même pas éligible d'ici la fin de la saison. Donc à voir, Ouais, ouais. effectivement. Mais dans le top 3, clairement, Wembanyama, pour moi, doit être dans ce trio de Ouais, c'est tête. ça. Après, le problème, c'est qu'il y a des chances pour qu'il soit pas éligible encore une fois, mais c'est clair que la place de... En fait, là, tu vois, ça peut paraître anodin. Tu vois, on a mentionné Cade Cunningham, Jaylen Brown, Luka Doncic et tout. En réalité, ça pourrait ne pas du tout devenir anodin, cette histoire. Parce que si Shai Gilgeous-Alexander, son absence se prolonge un petit peu, là, on en saura très rapidement plus. En fait, le débat Cade Cunningham, Luka Doncic, Jaylen Brown, il va devenir extrêmement important. Parce qu'il y a vraiment un monde où ce trophée du MVP, il se joue sans Shai Gilgeous-Alexander, sans Nikola Jokic et sans Victor Hmm. Wembanyama. Et dans ce cas-là, bah ça va se jouer très clairement entre Cunningham, Jaylen Brown et Luka Doncic. Et c'est évident pour moi que Luka Doncic est derrière les deux autres. Bon, Kate Cunningham, t'en as parlé. Moi, je suis désolé, mais Jaylen Brown, franchement, pour moi, il y a vraiment débat entre Kate Cunningham et Jaylen Brown. Alors, je sais bien que dans la plupart des sites spécialisés mettent Jaylen Brown assez loin derrière Kate, mais il fait une saison incroyable. Il est leader d'une équipe qui fait un truc extrêmement spectaculaire par rapport aux attentes. Il tourne à 29 points, 7 rebonds, 5 passes. Il a le plus gros taux d'usage de la ligue. Chaque match, il charbonne comme un dingue des deux côtés du parquet. Enfin, je trouve ça fou. Et pour moi, si SGA et Jokic sont disqualifiés, il y aura une vraie discussion entre Cade Cunningham et Jalen Brown.
Ouais, moi en termes d'impact, si je regarde un petit peu les stats avancées, notamment sur Basketball Référence, si tu regardes le Player Efficiency Rating, le Box Plus Minus, même les win share, voilà, les deux joueurs au top du top, c'est Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, très C'est clair. clairement. Il n'y a personne qui domine autant que ces deux joueurs-là et dans l'impact qu'ils ont sur le collectif, notamment en raison de leur efficacité. Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, ce qui les démarque beaucoup du reste de la ligue, enfin des autres joueurs, c'est leur efficacité redoutable. Ouais. T'as l'impression qu'ils sont inarrêtables, qu'ils font absolument ce qu'ils veulent et ils affichent des stats qui sont outrageusement élevés, quoi. En fait, En termes de rendement, c'est complètement fou. Et leur simple présence sur le parquet transfigure leur équipe littéralement, quoi. en termes d'efficacité, pour moi, il y a que Giannis qui discute avec eux, tu vois, qui est dans leur cours aujourd'hui. Sauf que Tout à fait. Giannis, il est plus éligible. Donc... Tout à fait. Exactement. Victor Wembanyama, en termes d'impact, est peut-être le plus impactant juste derrière ce duo de tête. Et puis après, il faut aller danser un peu avec les chiffres, mais on a du Luka Doncic, on a du Kawhi Leonard. Kate Cunningham et Jalen Brown, finalement, C'est très sont proche. pas... Kate Cunningham, en box plus minus, il est pas loin, mais Jalen Brown, il est pas bien placé ni dans le box plus minus, ni dans le player efficiency rating. Ouais, Il est ils ont pas... quasiment le même, hein, player efficiency rating, je crois, Oui, Jalen Brown et mais Kate Cunningham. il y a plusieurs joueurs devant eux. Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Jalen Duren a un meilleur player efficiency rating que Kate Cunningham, par On va en exemple. parler après, Jalen Duren, parce qu'en ce moment, il y a un trophée sur lequel il est en train de se positionner fort. Ouais. Donc il y a ça aussi. Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, ils sont, je veux dire, C'est une classe à part. voilà, il y a même pas de discussion de savoir si c'est si c'est eux le joueur le plus important de leur effectif ou pas, quoi. C'est simple, c'est clair, net et sans bavure, quoi. Il y a aucun débat. Donc, euh, donc voilà. Et voilà, si c'est Shai Gilgeous-Alexander qui remporte son deuxième MVP consécutif, il y aura pas scandale. Je vais pas crier parce que Nikola Jokic, très sincèrement, perdre le titre de MVP face à Shai Gilgeous-Alexander, C'est pas honteux. c'est pas un scandale. Non, il y a pas de Étant problème. donné la production individuelle qu'il a et les résultats collectifs qu'il a avec le Thunder. Il n'y a aucun scandale du tout. Voilà. Et je suis le premier fan de Nikola Jokic. Donc, euh, donc voilà. On va passer au débat du rookie de l'année. Donc le leader incontesté partout, tout le temps, c'est Cooper Flag. Il n'y a aucun problème sur ça. Tu regardes partout. J'ai jamais vu quelqu'un dire tiens, Ah bah, pourquoi pas Concanapple. Eh ben moi j'ai envie de dire Concanapple. ah bah là, Concanapple, il est repassé premier du rookie ladder de la NBA, enfin NBA.com. Hein. Sur NBA.com. Ouais, bah comme Cooper Flag est blessé, Concanapple est repassé devant. Hein. Et ben voilà, et ben voilà. Concanapple, pareil, on en a déjà parlé de ces deux garçons, parce qu'on a parlé l'autre fois du match, dans nos 6 affiches à ne pas louper d'ici la fin de la saison. On a parlé de la future rencontre entre Dallas et Charlotte, parce que la première rencontre avait été très prometteuse. Et, euh, et voilà, Concanapple, on sait à qui on a affaire aujourd'hui. C'est un rookie qui va rentrer dans les livres d'histoire en termes d'efficacité et de volume à 3 points. Ça va peut-être être le premier rookie, en tout cas il a la chance de pouvoir le faire, à finir une saison en 50, 40, 90. C'est tout à fait possible qu'il puisse y parvenir s'il arrive à tenir ses pourcentages de réussite. Les résultats de Charlotte parlent également pour lui. Pour moi, il a complètement changé la trajectoire de cette franchise depuis qu'il est arrivé. Donc, son influence est évidente sur le terrain. Ce qu'il apporte sur le terrain est évidente dans l'attitude, dans ses capacités de joueur. Donc voilà, et Cooper Flag, je vois très bien le joueur que ça va devenir. Une superstar, très sincèrement, pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais j'ai envie de récompenser aussi Concanapple pour cette maturité qu'il a dans son jeu et l'impact qu'il a eu sur les Hornets. Ouais, bah franchement, c'est incroyablement serré. Hein.
Ah oui, ça c'est sûr. Les deux le méritent, hein. Moi, comme je disais la semaine dernière, un peu en plaisantant, mettez les ex aequo, quoi. C'est trop dur de choisir. Et en plus, symboliquement, ce serait quand même très marrant pour deux mecs qui sont très très potes. C'est Grant Hill, Jason Kidd en 95, je crois, qui s'était partagé, ou 94, qui s'était partagé le titre de rookie de l'année, je crois. Ce serait marrant comme symbole. Maintenant, effectivement, moi, si je dois choisir, je pense que Cooper Flag l'aura. Il était incroyablement attendu, une pression de fou sur les épaules, surtout avec le poids du départ de Doncic. Les attentes qui l'entouraient étaient démentielles. Il a été mis dans une situation compliquée, la saison qui démarre avec les fans qui huent Harrison, lui qui doit assurer à la main. Enfin, vraiment une situation compliquée, très très loin d'être idéale pour un rookie. Et d'ailleurs, à l'époque, on regrettait ça pour lui. Et malgré ça, on voit à quel point il est déjà incroyablement fort, malgré son jeune âge, malgré le contexte. Moi, je suis assez halluciné par ça. Maintenant, franchement, je vais te dire la vérité, je me fous de savoir lequel des deux l'aura, je serais content dans tous les cas. Canupel, je l'adore. Des deux, c'est même probablement celui que je préfère voir jouer. Mais objectivement, Cooper Flag fait au moins aussi bien dans une situation sportive qui, sur le papier, moi, me semble être plus compliquée, et je trouve ça très fort. Mais voilà, encore une fois, si c'est Canupel qui l'a, je serais pas choqué du tout. Comme je te dis, il est repassé premier sur le dernier Rookie Ladder publié par le site de la NBA. Et il continue d'évoluer à un niveau de performance qui est phénoménal. On tient là un mec qui, si tout va bien, est voué à devenir un des, sinon le meilleur shooter de l'histoire de la ligue. Il est déjà dans l'histoire pour être le plus rapide à atteindre les 200 tirs à 3 points. C'est un des mecs qui est en train de se placer pour occuper une place de choix dans l'histoire de la NBA. Et c'est absolument génial de voir ces deux mecs-là se tirer la bourre. Et franchement, ratez pas la semaine prochaine le match Charlotte-Dallas. Ça va être trop trop bien. Donc voilà, je pense que Cooper Flag l'aura. Je pense aussi. Ça va dépendre de comment il revient de blessure, mais je pense qu'il l'aura. Mais franchement, pour moi, c'est kiff-kiff, quoi. Les deux le méritent et je serai content quel que soit le résultat, je pense. Je pense aussi qu'il va l'avoir. C'est le militantisme pro Cooper Flag cette saison est quand même. Et j'ai été quand même assez marqué par ça. Et non pas que je trouve ça anormal. Je veux dire, on voit bien le talent absolu de ce joueur, quoi. Je crois qu'il tournait à plus de 32 points par match, à 53% au tir sur les 6 derniers matchs avant le All-Star Game, avant de se blesser. Donc, je dirais très clairement, il va devenir un joueur absolument incontournable de cette ligue si tout se passe bien pour lui, quoi. Ouais. J'en ai absolument aucun doute. Et comme tu l'as très bien rappelé, il a été mis dans une position impossible en débarquant à Dallas. Et très sincèrement, il a plutôt traversé cette période avec une classe et un comportement exemplaire. Très sincèrement. Ah ouais, non, et franchement. Donc, Mais en fait, c'est fou. Enfin, tu vois, en fait, les deux sont tellement forts que, tu vois, genre, un mec comme VJ Edgecombe, il est en train de nous faire une saison rookie à 15 points, quasiment 6 rebonds et 4 passes, je crois, de mémoire. On n'en parle même pas, quoi. Tellement les deux sont phénoménaux, tu vois. Genre, ouais. tellement les deux attirent le regard, prennent toute l'attention. C'est vraiment de la folie. Franchement, ces deux mecs-là, c'est vraiment, c'est un gros plaisir de les voir débarquer en NBA comme ça. Ouais. Et le fait qu'ils étaient coéquipiers à Duke, ça me fait bien. Ça rajoute Ah ouais. à toute l'histoire. Le fait que leur destin soit un peu mêlé, on va dire, Ouais, qu'ils soient aussi proches, c'est drôle. aussi potes, c'est trop Ouais. bien, c'est vraiment trop bien. Et c'était bien 95. 95, Jason Kidd et Grant Hill qui ont partagé le titre de rookie de l'année. Enfin, c'est vraiment trop bien à condition qu'ils se retrouvent pas à team up dans quelques années, quoi. Je suis très content que vous soyez potes, les gars, mais restez rivaux, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je t'ai déjà dit, j'ai peur pour Cooper Flag à Dallas. J'ai peur que Dallas, avec les propriétaires actuels, ça devienne une franchise qui vraiment ne fasse pas le nécessaire pour l'entourer. Et j'ai vraiment peur pour la suite de sa carrière. Écoute, au pire, il demandera son trade, hein, ça sera ni le premier ni le dernier à le faire. Ouais, mais bon, c'est toujours pénible quand ça se passe comme ça, quoi. Oui, absolument. Le coach de l'année. Le coach de l'année, je trouve que c'est un des débats les plus intéressants de ces trophées individuels. Parce qu'il y a de plus en plus de candidats.
J'ai couché énormément de gens sur le papier, le nom de plusieurs coachs sur le papier. Pour moi, le leader, c'est difficilement quelqu'un d'autre que JB Bickerstaff à Détroit. J'ai du mal à mettre quelqu'un d'autre avant lui. En numéro 2, franchement, c'est une torture ce trophée. En numéro 2, j'ai mis Mitch Johnson parce que ce qu'il fait avec ses Spurs, dont on parle de l'inexpérience, les rotations qu'il a mis en place, comment, notamment quand Victor Wembanyama était revenu de blessure, qui sortait du banc, enfin, tout le boulot du coaching staff des Spurs et Mitch Johnson en premier, très sincèrement, incroyable taf réalisé aujourd'hui. Et quand tu vois qu'ils sont deuxième à l'Ouest, je t'ai dit, moi j'y crois à fond aux Spurs. Là, je vois pulluler les vidéos. Les Spurs, est-ce que c'est possible cette année ou est-ce que c'est pas possible? J'y crois à mort et j'ai hâte de voir Mitch Johnson dans le contexte playoff. J'ai hâte de voir ce qu'il va en sortir. Joe Mazzulla, comment ne pas citer Joe Mazzulla? Boston sont deuxième de la conférence Est. C'est un des résultats les plus what the fuck de la saison. Et clairement, son coaching est au cœur de la machine Boston, Grave. est au cœur des résultats de cette franchise cette saison. Le fait que ce gars-là est un absolu génie du coaching, c'est Jalen Brown, certes, mais Joe Mazzulla, c'est un gars sûr, absolu, quoi. Et le dernier gars que j'ai couché sur le papier, mais qui est hors course, c'est Jordan Hott de Phoenix. On a exactement les mêmes noms. Mais pour moi, c'est important quand même juste de citer ce gars-là, parce que Phoenix, pareil. Que ça soit Phoenix ou les Celtics, tout le monde pensait qu'ils allaient végéter au fin fond des classements. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et leur coaching a été absolument crucial pour que dans leurs équipes respectives, pour avoir des résultats et être la bonne surprise de la saison. Bah oui, non mais c'est clair qu'ils sont nombreux à le mériter, et franchement, je me plaindrais sûrement pas si Mitch Johnson ou Bickerstaff l'obtiennent, mais pour moi, c'est Mazzulla, hein, le travail qu'il fait avec cette Ouais. équipe de Boston, je trouve ça fou, et j'aimerais tellement qu'il soit récompensé pour ça, la manière avec laquelle il a adapté ses systèmes à un effectif sans tatou, la confiance qu'il a donnée à des joueurs que personne n'attendait, ses solutions pour compenser le manque d'un intérieur dominant pendant une bonne partie de la saison, sa préparation mentale aussi, parce que quand on voit jouer Boston, on comprend bien que ils y croyaient depuis le début à leur capacité à faire une belle saison. Alors voilà, moi je voudrais que Mazzulla soit récompensé. J'ai pas envie qu'il ait le même destin que Brad Stevens, toujours mentionné parmi les meilleurs coachs de la ligue, mais jamais récompensé. C'est presque une malédiction en fait d'être coach à Boston. Quand tu domines ta conférence, et ben c'est le coach d'une équipe qui défie les attentes qui obtient cette récompense. Et quand c'est toi qui es dans cette position de créer la surprise et de défier les attentes, bah ça te passe sous le nez aussi. Je je veux pas qu'il subisse la même malédiction de Brad Stevens, et donc je voudrais bien que Mazzulla soit récompensé cette année. Mais franchement, je me plaindrais pas si c'est Mitch Johnson ou Bickerstaff. Je comprends tout à fait. Moi, je peux pas ne pas le donner à Bickerstaff. C'est trop. Ça serait enlever le côté incroyable de voir cette équipe des Pistons être leader de la NBA aujourd'hui, quoi. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, ne pas récompenser Mazzulla, ce serait enlever à Bien sûr, Boston, tu vois. bien sûr. C'est un peu la même histoire, quoi. Mais pour moi, les Pistons devant tout le monde, si c'est le cas à la fin de la saison, je vois pas comment c'est pas Bickerstaff qui chope le trophée, Ah, quoi. mais je pense qu'il l'aura, hein, de manière très objective et pragmatique, je pense qu'il l'aura, hein. Je vote absolument Mazzulla, mais je pense que c'est Bickerstaff qui l'aura. Parce que s'il termine devant le Thunder, c'est quand même. Je veux dire, cette équipe, elle revient de tellement loin. Et j'aimerais qu'on n'oublie pas ça concernant les Pistons. Mais tu sais qu'il y a une vraie possibilité que Détroit il fasse une vraie razzia, hein, sur les trophées individuels, parce que si Shai Gilgeous-Alexander il passe sous les 65, là ça va commencer à devenir, tu vois, ils vont devenir quasiment favoris pour le MVP, favoris pour le coach de l'année, peut-être favoris pour un autre trophée qu'on va mentionner après. Ça peut être intéressant, hein. Ah oui, non, mais ça serait tout à fait justifié. Oui, oui, tout à fait. Les Pistons restent. Enfin, je me doute bien que peut-être qu'il y a un peu de lassitude parce que ça fait un moment maintenant qu'ils caracolent en tête de la conférence Est.
Ils se sont maintenus. Le Thunder est un peu tombé après la blessure de Shai Gilgeous-Alexander, et c'était attendu. Donc ils sont passés devant. Là, ils sont à, je sais pas combien. Enfin, ils ont 43 victoires, 14 défaites, et le Thunder, ils ont 45 victoires, 15 défaites. Donc ça se joue dans un mouchoir de poche pour l'instant. Mais si les Pistons terminent tout en haut de la ligue, qu'ils ont l'avantage du terrain potentiellement sur tous les playoffs, moi, c'est un truc, mais je suis plus surpris de ça que Boston qui termine deuxième, quelque part. Et je dis bien, j'ai bien conscience du côté totalement improbable que c'est de voir les Celtics deuxième de la conférence Est. J'ai bien conscience de ça. Mais les Pistons leaders de la NBA devant le Thunder, devant les Nuggets, devant tout le monde, devant les Knicks, devant les Cavaliers, qui était perçu comme les deux certitudes à l'Est, très sincèrement, c'était compliqué de le voir comme ça, quoi. Donc voilà, meilleure progression de la saison. Il y a deux candidats qui tiennent le leadership. C'est Deni Avdia, dont on a beaucoup parlé, qui est devenu All-Star pour la première fois cette saison. À Portland, effectivement, sa progression est exemplaire. En termes de production, il est sur une production statistique digne d'un franchise player. 25 points, 7 rebonds, plus de 6 passes. C'est fou. C'est complètement fou. Pas mal, ouais. Cependant, mon choix personnel, et ça c'est très personnel, et ça devrait arriver pareil à la surprise d'aucun auditeur qui suit ce podcast depuis un certain temps, mais mon choix personnel va se porter sur Jalen Johnson des Hawks, qui lui aussi a eu une progression statistique assez folle. Il est passé à 23 points en moyenne, plus de 10 rebonds, quasiment 8 passes. Ils sont très très peu en NBA à aligner 25, 10 et quasiment 8 passes décisives en moyenne. Je crois qu'il n'y a que Jokic, Şengün et Luka Doncic qui est pas loin dans l'histoire des 10 rebonds. Donc voilà, il est vraiment pour moi dans l'élite aujourd'hui de la NBA. Lui aussi était première sélection All-Star cette saison. Donc pour moi, c'est mon choix pour le Most Improved Player, mais Deni Avdia, effectivement, pourrait tout à fait convenir pour ce choix-là. Il y aurait pas de problème à mes yeux. Ouais, moi j'ai longtemps pensé que le trophée pardon, lui était promis à Avdia. Il a un dossier qui est vraiment solide. Maintenant, il y a d'autres concurrents. Donc, tu as cité Jalen Johnson, il y a aussi Keyonte George, Yannick Alexander-Walker qui sont évoqués et qui font des perfs intéressantes, hein, qui leur permettent d'être placés dans cette course-là. Il y a aussi Jalen Duren, sur qui je reviendrai un peu après. Moi, je suis d'accord. Je pense que je le donnerai à Jalen Johnson. C'est très subjectif, hein, ce que je vais dire, mais c'est celui dont je préfère le jeu, c'est celui dont je préfère le développement. Voilà, t'as parlé de son évolution statistique, il a progressé à tous les niveaux. Enfin, c'est un mec, il y a 2 ans, Jalen Johnson, il donnait 3,5 passes par match. Aujourd'hui, il est à 8 passes de moyenne. Il a tellement bossé et progressé à la création, à la distribution. Voilà, il défend, c'est le nouveau leader de cette équipe d'Atlanta. Je le trouve plus efficace, moi, qu'Avdia. Je trouve qu'il a aussi progressé dans son leadership. Moi, c'est à lui que je le donnerais. Et au passage, ce serait le deuxième pour les Hawks en 2 ans, puisque c'est Dyson Daniels qui l'avait obtenu la saison dernière. En termes d'impact aussi, Jalen Johnson, je trouve, est plus tranchant que Deni Avdia. Ou Deni Avdia, quelque part, enfin, je veux pas sembler être péjoratif le concernant, mais en fait, Deni Avdia, j'ai plus de doutes sur sa capacité à maintenir une telle production dans la durée. Alors que Jalen Johnson, j'ai beaucoup moins de doutes là-dessus. En fait, moi, j'ai surtout plus de doutes quant à la capacité de Deni Avdia de maintenir cette production-là dans une équipe ambitieuse, tu vois, dans une équipe qui va vraiment commencer à jouer le haut du tableau. Il y a quand même un élément, c'est que moi, je pense qu'il faut surveiller quand même le cas de Jalen Duren.
Ouais, je suis d'accord. Jalen Duren, sur les 3 matchs qu'il a joué depuis le All-Star break et son retour de suspension, donc face à Chicago, San Antonio, puis OKC, on est quand même sur du 27 points, 14 rebonds de moyenne. Si le mec finit la saison sur ce rythme-là, il va mettre absolument tout le monde d'accord, il faut être clair là-dessus. Je suis absolument d'accord avec toi. Jalen Duren, c'est une saison et une transformation qui est littéralement. Enfin, il y a pas de saison comme fait Détroit sans Jalen Duren C'est clair. au cœur de qui s'est transformé, qui a passé un palier tel que je dis pas à lui seul parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne le basket, mais on va dire que c'est le joueur dont la production a complètement transformé cette équipe, quoi. Et Non, le et fait qu'il soit passé d'un espèce de pivot solide, mais qui était plutôt un role player, on va dire, à aujourd'hui un espèce de pivot titulaire. Je pense que 29 autres équipes, enfin, pas 29, mais peut-être, allez, 26 autres équipes aimeraient avoir dans son effectif, et qui est capable de tenir la distance face à n'importe quel adversaire. Je veux dire, face à Wembanyama, à Jokic, face à tout le monde, il est capable de. Il est indéboulonnable, Jalen Duren. Non, et puis attends, il a 22 ans, le gars, hein. C'est-à-dire que là, Ouais. tu vois, Jalen Johnson, il a 2 ans de plus, Avdia, il en a 3 ans de plus. Ce qu'il est en train de faire là, à 22 piges, Duren, c'est vraiment très impressionnant. Et là, le visage qu'il montre depuis son retour de suspension, c'est de la vraie domination, pure et simple. À l'intérieur, il est en train de dominer, vraiment. Mm. Et il a tout amélioré également, au-delà de la production statistique, dans sa lecture du jeu, dans son placement défensif. Il y a toute la dimension cérébrale du sport où tu vois qu'il a quand même compris, qu'il a connecté des fils dans sa tête Ouais, il fait et moins de fautes et qu'aujourd'hui, tout, hein. voilà, il a une anticipation sur les actions qui force le respect. Comme tu dis, à son âge, c'est fascinant qu'il en soit là dans son développement, quoi. Tout à fait. C'est dingo. Et, et oui, non, mais alors si c'est lui le most improve, pareil, il y a aucun scandale, quoi. Je suis tout à fait d'accord et effectivement, il s'invite dans cette conversation depuis plusieurs semaines maintenant. Ouais. Et ça sera forcément un nom à regarder d'ici la fin de l'année. Pour le coup, j'ai pas regardé les classements des bookmakers le concernant. Je sais pas où il est classé dans les classements des bookmakers, mais je crois il remonte sérieusement Ouais, ouais, je crois que surtout ces derniers jours, il est remonté sur le podium, il me semble. Sinon, a priori, sur les classements que j'avais vus, moi, les semaines précédentes, il était autour de la 5e place, derrière Keyonte George et Nicky Alexander Walker, mais je crois que là, il est repassé devant. Ouais. On verra ça. On va terminer sur le défenseur de l'année. Encore une fois, il y a ce point d'interrogation de la limite des 65 matchs. L'an dernier, il aurait dû avoir le prix haut la main. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression, quand je le vois jouer, je parle de Victor Wembanyama, bien évidemment, qu'il pourrait gagner 10 titres. Enfin, tant qu'il joue, il pourrait gagner 10 titres de meilleur défenseur de l'année consécutifs, que ça ne m'étonnerait pas. C'est rare de voir un joueur qui a autant d'impact. Là, je ne sais pas si tu as eu l'occasion et le plaisir de regarder le match face à Détroit, justement, joué par les Spurs, et ce qu'a pu dire Kate Cunningham par rapport à Victor Wembanyama. Mais, et on l'a vu plusieurs fois cette saison. La capacité de ce joueur à changer totalement l'attaque d'une équipe adverse est folle. Et c'est du rarement vu, quoi. Tu vois pas un mec comme ça souvent en NBA. Et Victor Wembanyama l'est de façon tellement naturelle, c'est tellement clair quand il est sur le terrain que ça pose un nombre incalculable de problèmes au coaching staff et aux meilleurs joueurs adverses. Et Kate Cunningham l'a dit, il nous a totalement sorti de notre basket, du sport auquel on joue habituellement. On ne peut pas jouer comme on fait
autrement parce qu'il est là, quoi. Et ça, c'est quand même. Je vois pas quel meilleur argument tu peux sortir pour un trophée du meilleur défenseur de l'année. C'est clair. Et du coup, en tenant compte de la limite des 65 matchs, toi, tu partirais sur qui, alors, si pas Wemby? Si c'est pas Wembanyama, j'ai deux joueurs qui se battent en tête. C'est Chet Holmgren et Isaiah Stewart. Ok. Mais Ok. ce serait ça. Stewart, qui, quand tu regardes la production défensive, même s'il sort du banc à Détroit, hein, mais son impact défensif est une des clés de la saison pareille à Détroit. Alors je sais bien, on n'arrête pas de dire Kate Cunningham, la clé, Bickerstaff, la clé, Jalen Duren, la clé, tout. Ils sont tous des clés. Et bah ouais, parce que le basket, c'est un sport co, et que cette équipe est extrêmement bien construite. Et l'impact d'Isaiah Stewart, j'essaye de ne pas enfin, on aurait tort de le minimiser dans son apport défensif. Et le fait que ce gars-là sorte derrière Jalen Duren, ça permet quand même beaucoup de choses à cette équipe de Détroit. Alors écoute, je vais te décevoir, mais de ce que j'ai regardé, je n'ai jamais vu son nom mentionné, ni Ah, sur les j'en doute pas une seconde. Écoute, moi sur le trophée de défenseur de l'année, mon réflexe habituel, c'est d'aller chercher le défenseur le plus impactant dans la meilleure défense de la ligue. Sauf qu'évidemment, en fait, ça marche plus parce qu'il y a un alien dont la présence défensive est historique et forcément, s'il est éligible, pour moi, Wembanyama est absolument indiscutable. Il y a même pas débat. C'est fascinant de voir à quel point sa seule présence sur le parquet change tout. T'as parlé de changer l'attaque, mais en fait, même dans les attitudes, tu vois bien que quand il est là. Les mecs sont plus les mêmes dans leur choix offensif, dans les systèmes mis en place, dans le body language des joueurs. Enfin, c'est un joueur qui change le jeu et rien que ça, c'est complètement hors norme. Et voilà. Et s'il est pas éligible, parce qu'aujourd'hui c'est malheureusement le plus probable, dans ce cas-là, bah, j'en reviens à mon vieux réflexe et je pense que mon vote irait à Chet Holmgren. Hein. Pour moi, cette année, il est le défenseur le plus impactant du côté d'OKC. Je me rappelle fin janvier, il y a eu un match entre OKC et les Pels. Et Borrego avait parlé de la production défensive de Chet Holmgren et il avait expliqué qu'en fait Holmgren était celui qui permettait à la défense d'OKC d'être aussi agressif sur le périmètre parce que sa protection du cercle est tellement élite qu'il permet de compenser les erreurs des autres et qu'en gros une grande partie de la force défensive et de la stratégie défensive d'OKC aujourd'hui c'est d'orienter les attaques adverses vers Holmgren parce qu'il est une telle force que ça devient inévitable. Et c'est pas anodin d'entendre Borrego dire ça. Je sais que les gens vont rire en disant ça va, c'est les Pels. De toute façon, les Pels, ça fait peur à personne. En réalité, les Pels, c'est une des meilleures équipes de la ligue en termes de points inscrits dans la raquette. C'est une des grosses forces de cette équipe. Et face à OKC, bah, comme tout le monde, ils sont en galère. Et c'est très clairement à cause de Chet Holmgren. Chet Holmgren, les adversaires shootent 47% au cercle quand il est présent. Isaiah Stewart, c'est 43%. Et je crois que Wembanyama, c'est 41,5%. Ouais. Donc, clairement, on est face à des monstres défensifs qui changent totalement. Rudy Gobert aussi Ouais, j'allais le citer, ouais. est extrêmement fort là-dedans. Evan Mobley, dans la défense du cercle, pareil, très, très impactant. D'ailleurs, c'est assez amusant qu'on cite pas forcément Evan Mobley, qui est le défenseur de l'année en titre cette saison. Donc, Écoute, moi, sur les rankings que j'ai vus, et notamment les sites de Paris, c'est Wembanyama favori devant Holmgren, Gobert, Scotty Barnes et les frères Thompson. d'accord. Il n'y a jamais Evan Mobley. Non, jamais. C'est Ah fou, si, je crois l'avoir vu, mais je suis mais genre très très bas, vraiment très 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 bas. Je crois qu'il est même derrière du Bam Adebayo, du Derrick White et tout. Ouais. Ouais, c'est un peu à l'image de la saison de Cleveland avant que James Harden se pointe, avant que James Harden ne change la tournure des événements du côté de Cleveland. D'ailleurs, ça me fait marrer que Atkinson dise depuis que James Harden est arrivé, je ressens, je retrouve la croyance dans les joueurs du fait que on peut y arriver, quoi. Qu'il y avait il y avait un découragement perceptible et depuis que James Harden est arrivé, qu'il y a un regain d'enthousiasme et de confiance dans le fait
peuvent éventuellement aller au bout, quoi. Ouais, mais je pense un des problèmes dans la candidature enfin, pour revenir sur Evan Mobley par rapport aux Cavs, un des problèmes de sa candidature, c'est que la défense des Cavs est trop moyenne, en fait, aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème pour Rudy Gobert, hein. Les Wolves, ils sont péniblement Tout 10e à en fait. defensive rating. C'est malheureusement un peu problématique. Non, mais de toute façon, je pense que Wembanyama et Chet Holmgren, aujourd'hui, tant qu'ils sont éligibles à ce trophée, ça va être une bastonnade entre eux. Il y aura peu de place pour les autres, quoi. Le fait si un jour Amen Thompson ou Scotty Barnes arrivent à décrocher un titre de défenseur de l'année alors que ces deux gars-là sont éligibles, C'est déjà incroyable, ouais, je suis je d'accord. sais pas ce qui sera passé, mais il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose complètement fou, quoi. Mais pour terminer sur Victor Wembanyama, je, je n'ai jamais été aussi convaincu par ce joueur, par l'impact qu'il peut avoir sur une équipe qui va au bout. Il est véritablement, et je suis pas chauvin, je dis pas ça parce que il est français, parce qu'il est agréable et sympathique et tout ce que vous voulez. Ce joueur est vraiment un joueur exceptionnel. C'est Ouais. vraiment un joueur exceptionnel. Et le fait qu'aujourd'hui les Spurs, encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller. Je ne sais pas à quel point leur inexpérience va peser une fois que les playoffs seront lancés. Ce que je sais en revanche, c'est le fait que les Spurs aujourd'hui soient seconds avec les gamins qui composent cet effectif et que potentiellement dans les 2-3 ans à venir, ça ne va aller que en s'améliorant. Euh, Même le Thunder, j'ai envie de dire, je vois pas comment vous allez arrêter ce type. Je vois pas comment vous allez arrêter ce type. Je ne vois pas. C'est un tel problème. Et personne d'autre n'a Victor Wembanyama dans son effectif, en fait. Et c'est ça le souci. C'est que personne d'autre n'a ce gars-là. Et on en vient aux icônes absolues du sport. Les LeBron James, les Michael Jordan, et c'est tous ces gens-là. Il y en a pas deux comme eux. Et Victor Wembanyama, il est unique et son impact est faramineux. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il joue 29 minutes par match, c'est ça, en Ouais, moyenne. ouais, c'est ça, ouais. Si un jour ou l'autre, il y a moyen d'augmenter un petit peu dans les 32 ou je sais pas quoi, Mais enfin, oui. d'augmenter un peu son temps de jeu, mais Non, mais oui, ça, c'est imaginez les dégâts que ça va causer, mais quoi. c'est clair, et ça c'est un truc, je ne comprends pas que ça soit pas plus mis en avant par les médias. Genre Mmh. vraiment, Wembanyama, la saison qu'il est en train de faire, il l'a fait en jouant 5 minutes de moins que toutes les superstars de la ligue. C'est de la folie furieuse. Et, et les Spurs, là, franchement, c'est fou ce qu'ils sont en train de faire. Je maintiens que c'est à la fois c'est anormal et à la fois c'est le fruit pour moi, c'est le témoignage du talent irréel de Victor Wembanyama, des bons choix du front office. Je maintiens que De'Aaron Fox était un bon choix. Stephen Castle, aller chercher ce mec-là dans la draft où tu avais Alexa, où tu avais Rizaché. Il a été pris combien? Cinquième, Stephen Castle, un truc comme ça, ou Quatrième. quatrième pick. Son entente avec Wembanyama est absolument extraordinaire. C'est fou. C'est fou. Et là, il y a quelques victoires qu'ils ont eues là, face à Détroit, la victoire face à Toronto, qui est remportée un peu à l'arrache. Alors Toronto a plutôt bien tiré son épingle du jeu dans cette rencontre à la base. Il, il gagne des matchs un peu comme une équipe de vétérans, quelquefois, quoi. Et je suis épaté par cette équipe. Je suis vraiment épaté par cette équipe. Voilà. Voilà, j'ai terminé ma énième déclaration d'amour pour les Spurs, Charlie. Ah, écoute, non mais je comprends, écoute, je comprends tout à fait. C'est vrai que cette équipe est assez incroyable. Mais moi j'attends un peu avant de m'enflammer. En fait, je pense que OKC leur a montré le chemin, tu vois. Tu fais une première campagne de playoff où tu passes un tour. L'été, ça te permet de voir un peu sur quels jeunes tu peux t'appuyer, lesquels sont vraiment playoff compatibles. L'été qui suit, tu fais les petits ajustements qu'il faut, comme OKC l'avait fait avec Hartenstein et Caruso. Et c'est ensuite que tu vas chercher le titre. Oh là là. Si en plus ils ont
La capacité de se renforcer cet été, mais laisse tomber. Laisse tomber. Je pense que les Spurs, c'est l'équipe que j'ai le plus hâte de voir en playoff. Là. C'est l'équipe qui je vais suivre chaque seconde passée. Je vais regarder absolument tout ce qu'ils font, quoi. Sûr et certain. Merci, Charlie. Ah ouais, tu boudes le 6e homme de l'année, toi. Ah non, pardon, oui, non, mais non. Mais t'as raison, le 6e homme de l'année. Je me suis dit, peut-être que t'aimes pas les joueurs du banc. Mais en plus, j'ai un Spurs comme 6e homme de l'année. Ça m'étonne pas du tout. Mais je sais pas à quel point c'est crédible pour moi de le mettre là-dedans. Mais pour moi, mon choix du 6e homme, c'est Keldon Johnson. Je trouve que sa saison est extra. J'aurais pu mettre Isaiah Stewart. Également. Mais Keldon Johnson, pour moi, étant donné la saison des Spurs, je trouve que... et que je ne donne pas le coach de l'année à Mitch Johnson dans ma sélection, Keldon Johnson, effectivement, c'est le joueur que je cite en 6e. Alors écoute, pour te répondre sur la crédibilité, il est 2e de la plupart de la plupart des sites qui évoquent ce sujet-là. Il est derrière Naz Reid et moi je pense que je dirais Naz Reid, effectivement. Pour moi, c'est celui qui a le plus d'impact en sortie de banc cette saison, c'est celui qui a le plus scoré en sortie de banc cette saison, c'est celui qui, je trouve, change le plus les choses quand il arrive sur le parquet. Il serait titulaire dans beaucoup de franchises, mais on sent qu'il est vraiment très à l'aise dans ce rôle. C'est une récompense qu'il a déjà gagnée il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça, en 2024. Et à l'époque, il avait une production inférieure à celle qu'il a aujourd'hui. Il fait sa meilleure saison en carrière au rebond, à la passe. Il est absolument indispensable. Ouais, donc, c'est clair. En plus, le banc de Minnesota repose totalement sur ses épaules pour le coup. Tout à fait. Et donc voilà, pour moi, c'est lui qui l'aura, en attendant que Pritchard reprenne son bien la saison prochaine, parce que pour le coup, lui, s'il n'avait pas été titulaire sur les 45-50 premiers matchs de la saison, il aurait probablement aussi été un sacré candidat, tellement on sent qu'il adore sortir du banc. Et il y a quand même un mec à qui je voudrais rendre un petit hommage, parce que c'est le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai réfléchi à ce trophée-là, ça a été de dire son nom à lui. C'est Adjei Mitchell. Je trouve que ce qu'il fait en sortie de banc au OKC, c'est phénoménal. Le problème, c'est qu'il a déjà loupé, je crois, 17 matchs, donc je pense qu'il sera a priori pas éligible, mais franchement, Adjei Mitchell, la saison qu'il fait en sortie de banc pour OKC est extraordinaire. Ouais. Ouais, non, mais complètement. C'est une des plus. Enfin, pareil. Adjei Mitchell, c'est une des plus belles histoires de la saison. Malheureusement, un peu haché par les blessures depuis quelques temps maintenant, mais. C'est clair. Mais effectivement. Et Keldon Johnson, je sais pas. Je pense que j'ai totalement un billet parce que j'ai trop regardé les Spurs et que voir ce gars catapulter des 3 points, se battre sur tous les ballons. J'adore son attitude, j'adore son jeu, j'adore ce qu'il apporte en sortie de banc. Je trouve que c'est absolument vital pour cette équipe des Spurs dans ce qu'ils font. Ouais, et puis il est hyper efficace et tout. Non, mais c'est un très bon pick. Hein. Je trouve que c'est très pertinent. Ouais, je sais pas, ouais. Non, mais je comprendrais que des gens hurlent en disant mais c'est n'importe quoi. Pour le coup, je vous en voudrais pas si vous êtes absolument pas d'accord avec mon choix. Mais oui, 6e homme, vous dites c'est pas possible ça. Voilà, cette fois-ci, au revoir Charlie. Oui, écoute, cette fois-ci, on peut y aller. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Écoute, avec plaisir. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi matin, pour un nouvel épisode. Il n'y en aura pas mardi, souvenez-vous. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un excellent week-end. Et à la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.